Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo particulière que les fous du volant vous proposent. Nous allons vous expliquer comment mieux comprendre la Formule 1 pour tous ceux qui ont commencé à la regarder depuis peu. Elle sera composée de deux parties. La première sera consacrée à la compréhension de ce sport en 15 questions, tandis que la seconde se penchera sur l'index de la Formule 1 et pourquoi nous apprécions ce sport. Bon visionnage à tous. Nous allons donc commencer cette première partie en répondant aux 15 questions que tout le monde se pose. On commence donc par la question numéro 1. Qu'est-ce que la Formule 1 ? La Formule 1 est un championnat de sport automobile créé en 1950, réunissant ce qui est censé être les meilleurs monoplaces au monde, avec les voitures les plus avancées technologiquement, mais donc aussi les plus rapides, et bien sûr à l'intérieur de ces bolides, les meilleurs pilotes du monde. Question numéro 2. Où et comment se déroule la F1 ? La F1 se déroule sur des circuits, la plupart du temps permanents, c'est-à-dire utilisables toute l'année, mais aussi quelques-uns non permanents, et ce durant des week-ends de 3 jours, tout au long de l'année, de mars à fin novembre. Le vendredi est consacré aux essais libres, pour mieux préparer la voiture, le samedi aux qualifications pour déterminer l'ordre de départ de la course du dimanche, qui dure environ 1h30 ou 2 heures. Cette course et son classement rapportent des points pour le classement du championnat du monde. Question numéro 3. Quel est le barème de points attribué au championnat ? Le barème est assez simple, et il est en vigueur depuis l'année 2010. On a 25 points pour le vainqueur, 18 points pour le second, 15 points pour le troisième, et ensuite 12 points, 10 points, 8, 6, 4, 2 points pour le neuvième, 1 point pour le dixième, et en plus, depuis cette année, l'auteur du meilleur tour en course, s'il termine dans les 10 premiers du classement de la course, remporte également 1 point. Question numéro 4. Quelle signification ont les différents drapeaux en F1 ? Il y a plusieurs types de drapeaux. Le jaune pour prévenir que quelque chose obstrue la piste, qu'il faut ralentir et qu'on ne peut doubler dans cette zone. Le drapeau rouge indique, lui, l'arrêt instantané de la course. Tous les pilotes doivent revenir sur la grille de départ. Le drapeau à damier indique l'arrivée du Grand Prix. Le drapeau noir indique l'exclusion de la course. Il y a un grade d'avertissement avant qui s'intitule le drapeau noir et blanc. Le drapeau noir avec un cercle orange, enfin, indique la présence de taches dangereuses sur la piste, comme de l'huile ou parfois tout simplement de la pluie, alors que les pneus sont en pneus secs. Question numéro 5. Quel type de pénalité ou de sanction existe-t-il en F1 ? On a, du moins grave au plus grave, pour les qualifications, une rétrogradation de places. Elle peut être de 3 places, 5 places, 10 places, voire même de partir dernier ou des stands, ceci soit en raison de gêner un autre pilote, soit en raison de problèmes mécaniques. Pour la course, on retrouve une pénalité de temps qui peut s'élever à 5 secondes, 10 secondes, voire ensuite un drive-through qui consiste à un passage par les stands sans s'arrêter. Enfin, un stop and go qui consiste à s'arrêter 10 secondes devant ce stand sans rien toucher au véhicule avant de repartir. Sans oublier, dans l'ordre de la hiérarchie des pénalités, l'exclusion de la course présentée par un drapeau noir. Toutes ces sanctions sont prises par un collège de commissaires, avec des officiels et un ancien pilote. Ils regardent d'abord l'action, l'analysent, on parle de pré-sous investigation, et prennent ensuite une décision ou non. Question numéro 6. Qu'est-ce que la procédure de safety car ou de virtual safety car ? La procédure de safety car permet, en la déclenchant, de regrouper tous les pilotes derrière une voiture à allure modérée le temps que la piste soit dégagée suite à un incident de course. Ensuite, les pilotes à un tour ou plus peuvent effacer leur tour en doublant la safety car et revenir derrière le peloton. Enfin, la course est relancée au bout de quelques tours. Quant à la virtual safety car, son but, elle, est de faire ralentir les pilotes sans les regrouper, avec une allure par rapport à un chrono d'environ 40% plus lent par rapport à ceux des qualifications. On parle de virtual car la safety car officielle n'entre pas en piste. La procédure est assez courte, environ un tour. Question numéro 7.
Y a-t-il des règles très précises à respecter pour le championnat et la course, notamment sur le plan de la voiture? Alors bien sûr, effectivement, il y a un règlement très précis à respecter. Un règlement qui évolue chaque année, plus ou moins dans les grandes largeurs. Il y a deux parties dans ce règlement. Une partie qui s'appelle le règlement technique, tout ce qui touche à la voiture en elle-même. La voiture, mais aussi ses composants, le moteur, la boîte de vitesse, les freins, les pneus, etc., etc. Ce règlement est bien sûr très strict et il faut le respecter, même si chaque écurie essaye d'y trouver des failles. Car s'il n'est pas respecté, les écuries peuvent alors être disqualifiées du Grand Prix, voire même dans les plus grandes largeurs du championnat. C'est aussi pour cela, comme ce règlement est très strict, que les F1 se ressemblent toutes, plus ou moins dans les grandes largeurs. Il y a une autre partie qui est plutôt le règlement sportif. Lui, il touche à l'organisation d'un week-end, au fonctionnement des différentes séances, de qualification, de course, au comportement des pilotes, à adopter en piste ou non. Question numéro 8. Pourquoi y a-t-il un aussi grand déséquilibre dans les performances des voitures? Car les équipes n'ont pas toutes les mêmes moyens pour construire ou pour développer leur monoplace, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes budgets. La F1 est en effet une course à la recherche, dans les limites du règlement, pour pouvoir rendre la voiture plus rapide. Seuls les cerveaux les plus avancés, qui sauront exploiter toutes les failles, s'en sortiront le mieux. C'est le cas par exemple de Mercedes, qui collectionne tous les titres constructeurs depuis l'arrivée du V6 Turbo en 2014, grâce à une meilleure compréhension du moteur, mais également du châssis, faisant de lui le châssis le plus fiable du plateau. Question suivante, question numéro 9. Pourquoi à chaque course, les pilotes vont au stand pour changer de pneumatique? Premièrement, car ce changement de pneumatique est obligatoire depuis une dizaine d'années. Il faut en effet passer durant la course deux spécifications de gomme différentes. Une tendre, une gomme qui adhère mieux à la piste, dont son fonctionnement permet un meilleur rendement de la voiture plus rapidement, mais qui a aussi pour défaut de s'user théoriquement bien plus rapidement. Et une gomme plus dure, qui peut durer théoriquement bien plus longtemps, mais qui met plus de temps à avoir un rendement optimal. De plus, au-delà de cette règle, il serait quasiment aujourd'hui impossible en termes de performance, de faire la course avec un seul et unique même train de pneus. Question numéro 10. Les pilotes peuvent-ils changer d'écurie? Oui, c'est possible, et notamment en cours de saison si les performances du pilote sont vraiment mauvaises. C'était le cas de Pierre Gasly, qui s'est fait remplacer par Alexander Albon chez Red Bull lors de l'été dernier. Il n'y a pas de période de mercato particulière, les changements sont possibles à tout moment, même si souvent la majorité des transferts pour l'année suivante se font à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de la saison, voire même pendant l'hiver. Question numéro 11. Comment un constructeur ou une écurie peut s'engager en F1? Pour les constructeurs, souvent, il suffit de s'y inscrire, et la FIA alors autorise l'accès, de par leur prestige, car elles sont aussi des marques publiques, notamment. Elles peuvent aussi, ces constructeurs, racheter une écurie privée déjà existante pour pouvoir s'engager. Exemple, BMW qui avait racheté Sauber. Sinon, pour les écuries privées, les équipes, les vrais teams qui ne sont là que pour la compétition automobile, la FIA, par vague de 3-4 ans, essaie de faire venir ces nouvelles équipes qui doivent être bien sûr suffisamment compétitives, car celles-ci doivent se trouver des fournisseurs moteurs, des fournisseurs de boîtes de vitesse, et se construire un châssis performant. Et c'est ainsi que les meilleurs dossiers sont choisis, notamment sur le plan financier, pour intégrer la F1. Par exemple, en 2010, la FIA avait tenté d'intégrer 3 nouvelles écuries, Virgin Racing, Lotus et HRT, même si cela fut un échec. Question numéro 12. Quels sont les grands prix considérés comme les plus importants dans le calendrier de la Formule 1? On y retrouve 5 ou 6 grands prix historiques, notamment grâce au circuit, où des éditions mythiques et très anciennes s'y sont produites. Il y a tout d'abord le Grand Prix de Monaco, le plus exigeant mentalement pour un pilote, le plus prestigieux de tous. Le circuit de Silverstone où se déroule le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a accueilli le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 en 1950. Suzuka et Spa-Francorchamps où se déroulent les Grands Prix du Japon et de Belgique, ce sont les circuits les plus exigeants techniquement. Le Grand Prix d'Italie à Monza, le plus passionné de tous,
présent 69 saisons sur 70 de Formule 1, seule exception 1980. Enfin, on pourrait y citer le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix de France, qui se sont déroulés sur plusieurs circuits, ou Interlagos, où se déroule le Grand Prix du Brésil, l'un des plus bouillants de la saison, entre l'atmosphère et les orages tropicaux qui peuvent s'y abattre. Question numéro 13. Pourquoi, chaque année, on ne retrouve pas les mêmes Grands Prix au calendrier? Car chaque année, la Fédération internationale constitue un calendrier. Et à ce jeu-là, ce sont souvent les promoteurs qui donnent le plus d'argent qui l'emportent. En effet, pour ces promoteurs, et pour les pays en eux-mêmes, accueillir un Grand Prix de Formule 1 est un événement mondial. Cela peut servir de décision politique afin de mettre en valeur le pays. On peut penser au Grand Prix de Bahreïn, on peut penser au Grand Prix d'Abu Dhabi, ou encore au Grand Prix de Russie. La F1 aussi cherche un objectif clair de mondialisation, de toucher un public encore plus large. C'est pour cela qu'on a des courses aux 4 coins du globe. Aujourd'hui, 4 des 5 continents accueillent un Grand Prix de Formule 1. Question numéro 14. Y a-t-il des courses sous la pluie? Y a-t-il des mesures de sécurité qui y sont prises? Comment les voitures fonctionnent sous la pluie? Il peut bien évidemment y avoir des courses sous la pluie. Les F1 peuvent y rouler, comme par exemple le Grand Prix de Malaisie 2009 ou le Grand Prix du Canada 2011. Des mesures de sécurité sont prises s'il y a trop d'eau, comme par exemple la mise en place de la voiture de sécurité ou voire des drapeaux rouges. Dès lors que la piste est déclarée mouillée par les commissaires de course, les pilotes peuvent choisir des pneus pluie ou des pneus intermédiaires. Ces pneus évacuent bien plus d'eau et sont parfaitement adaptés à la situation. Le seul risque est l'aquaplaning que l'on vous expliquera dans la deuxième vidéo. 15e et dernière question. Quels sont les pilotes les plus titrés de l'histoire des championnats du monde? On retrouve en premier lieu Michael Schumacher et ses 7 titres. Ensuite, on a Lewis Hamilton avec 5 titres et très probablement 6 bientôt. Juan Manuel Fangio est également à 5. Puis à 4 titres, on a Sébastien Vettel et Alain Prost. Enfin, on retrouve un club de 5 pilotes qui ont 3 titres de champion du monde. Dans cet ordre chronologique suivant, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna. Au total, ce sont 33 pilotes différents qui ont été sacrés champions du monde de Formule 1 depuis 1950. Ainsi s'achève cette première partie sur la compréhension de la Formule 1, en espérant qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie qui sera portée sur l'index de la Formule 1 et pourquoi on apprécie ce sport. En attendant, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne et également à notre compte Twitter @LFDVpodcast pour plus d'informations et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et sentez couvert. Bisous.